Bon, bah merci. Du coup, effectivement, je vais vous présenter ma thèse. Donc, c'est le projet Métafaune sur l'impact de la méthanisation sur la faune sauvage. Donc, c'est plus particulièrement l'impact des cultures intermédiaires à vocation énergétique qu'on appellera CIV pour la suite. Avant de commencer, je voulais vous présenter un peu mon parcours, qui est un peu atypique. J'ai commencé par un bac S. Alors aujourd'hui, c'est plus un bac S, mais bon, bref, scientifique avec SVT, chimie, maths. J'ai ensuite fait un BTS audiovisuel, donc rien à voir, à Reims. Donc ça m'a pas plu. Je me suis réorientée vers une licence de sciences de la vie à Strasbourg, puis le master, toujours à Strasbourg, éco-physiologie, écologie, éthologie. Et donc du coup, dans le cadre de mon master, j'ai fait en fait mon stage de master 2 au CERF. Donc le CERF, comme disait Claire, plateforme de terrain qui se situe à Boultebois, donc en plein milieu des Ardennes, petit village de, je sais plus, on est 120 habitants aujourd'hui peut-être. Donc voilà, on est vraiment, on est entre nous, on est au milieu de la forêt et ça nous va très bien. Et donc du coup, dans le cadre de ce stage-là, moi j'ai travaillé sur le raton laveur et la martre des pins, et pendant mon stage, on m'a proposé, il y avait un montage de thèse qui était en train de se faire, donc on m'a proposé ce projet-là. Donc pour monter tout le projet de thèse, parce que c'est nous qui cherchons les sous, qui montons les projets, qui écrivons les projets et tout ça, j'ai fait un service civique donc, qui m'a permis d'aider sur tous les autres projets en même temps, de me faire un peu la main, puis donc, de monter mon projet de thèse, de réunir les sous pour me payer, pour payer tout le projet qui est quand même très cher. Donc on a fait le montage du projet et le début de ma thèse, c'était donc novembre 2022. Donc je suis effectivement en 3e année de thèse. Je ne sais pas si tout le monde est trop au courant de ce que c'est qu'une thèse. Il faut le prendre comme un CDD de 3 ans, mais avec un peu plus de galère. La thèse, c'est ta vie pendant 3 ans, on va dire. Et donc normalement, c'est 3 ans. Nous, on a un peu fort galéré sur le terrain, donc on va avoir 1 an de plus. Donc je vais finir fin de 4e année, donc 2026, la soutenance normalement. La thèse, comment elle a été montée? Alors moi, donc mon laboratoire de rattachement, c'est donc le CERF, mais je suis aussi rattachée à l'ICMR, ça va être mon directeur de thèse, parce que nous, au CERF, on n'a personne qui peut encadrer des thèses, donc on est obligé de faire appel à des laboratoires extérieurs. Donc là, ici, c'est l'ICMR. Ma thèse, elle se fait aussi dans le cadre de la zone atelier Argonne, la ZARG, et forcément, on est lié à l'université de Reims. Au niveau du budget, pour le fonctionnement, pour mon salaire notamment, et puis tout ce qui est matériel, vous allez voir, on utilise du GPS qui coûte très très cher. Donc on a Ardennes Métropole qui finance une partie de mon salaire, on a l'université de Reims et GRDF qui finance aussi beaucoup de matériel, et la communauté de communes qui finance une grosse partie des projets du CERF. Après, on a aussi du matériel et surtout beaucoup d'aides de terrain des fédérations de chasse, en fait, parce que comme moi, je travaille notamment sur des espèces gibier, donc des espèces chassables, le chevreuil, la perdrix, et il y avait un peu de lièvre. On a fait appel à eux pour nous aider sur le terrain, sur les captures, sur les comptages, etc. Et donc, ils ont aussi un peu de sous qu'ils mettent dans les dispositifs GPS. Et du coup, bien sûr, forcément, on a tous les agriculteurs de notre zone d'études, on travaille forcément étroitement avec eux pour la collecte des données, etc. On a forcément besoin d'eux. Pourquoi travailler sur la méthanisation? C'est que le nombre de méthaniseurs il a explosé en France ces dernières années. Dans les années 2000, on avait quasiment été à 0 en France. Et aujourd'hui, en 2022, on est à près de 1700 installations en France. En sachant que le Grand Est, c'est la région avec le plus d'installations, on est autour de 300. Donc, alors oui, l'objectif de la méthanisation, je ne sais pas trop si vous connaissez, l'objectif de base, c'était de valoriser tout ce qui était les déchets, que ce soit déchets agroalimentaires, mais aussi lisiers, fumier, etc. Et ça permettait, après avoir mis dans un espèce de gros digesteur, de créer du biogaz, donc du gaz en fait, qui peut être réinjecté dans les réseaux de ville que vous avez chez vous, du gaz classique. Et il y a une autre partie du digestat, c'est un fertilisant, mais on ne va pas trop en parler. Sauf que ça ne suffit pas, en fait, les déchets lisiers, il faut aussi des cultures. Alors, ils ne peuvent pas mettre plus de 15% de cultures dites classiques. Donc, des cultures dites classiques, c'est des cultures pour l'alimentation humaine. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que les agriculteurs, ils ont créé des nouvelles cultures, donc dites CIV, cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui ont vraiment le seul objectif de ces cultures-là, c'est de rentrer dans le méthaniseur et donc de faire du biogaz. Ces cultures-là, donc il y a 2 types. Enfin, c'est des cultures intermédiaires, donc
c'est des intercultures, c'est-à-dire qu'elles sont entre deux cultures dites classiques. Donc normalement, elles ne font pas de concurrence aux cultures classiques, c'est-à-dire qu'elles ne font pas de concurrence à l'alimentation humaine. Et elles sont choisies pour avoir un pouvoir méthanogène important. On en a deux types aujourd'hui. C'est des cives d'été qui vont être plantées en août, récoltées plutôt septembre-octobre, et des cives d'hiver plantées septembre, récoltées juin. Et ces cives, en fait, elles vont modifier notre paysage. En culture classique, là, on voit une disparition du couvert en automne, hiver. Après, ça, on a les hauteurs qui augmentent forcément. Et puis la fauche, hop, on n'a plus rien sur nos terres en plaine céréalière, normalement. Dans ces périodes-là, il n'y avait plus rien du tout. Avec l'apparition des cives, les cives d'été, elles créent du coup un couvert en fin d'été, début d'automne. Et donc nous, là, on va déjà se poser la question de savoir si ça va être une culture refuge pour les animaux. Vu que du coup, il n'y a plus que ça de haut, les animaux, peut-être que ça va les intéresser de venir se réfugier dans ces cultures-là. Les cives d'hiver, elles sont fauchées plus tôt que les cultures classiques. Et elles sont fauchées en fait en pleine période de reproduction des animaux. Donc on avait pour hypothèse qu'on allait retrouver beaucoup de mortalité, beaucoup de faons, beaucoup de nids qui soient détruits pendant ces fauches-là. Donc du coup, au vu de la modification du paysage qu'entraînent les cives, on s'est demandé un petit peu comment ça pouvait impacter les animaux. Donc pour regarder un peu ça, on a deux approches. On a une approche un peu plus qu'on appelle populationnelle, c'est-à-dire qu'on va faire notamment, dans cette partie-là, on évalue l'impact que ça a sur les dynamiques de population, c'est-à-dire qu'on fait des comptages. On fait des comptages des animaux tous les ans. Et donc ça nous permet de savoir un petit peu l'évolution. Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de chevreuils, de plus en plus de perdrix, ou plutôt l'inverse? Est-ce que les populations vont chuter? Donc voilà, voir un petit peu la dynamique de population dans notre secteur. On évalue la mortalité liée aux fauches. Donc là, on regarde derrière les machines ce qu'on retrouve. Est-ce qu'on retrouve du faon? Est-ce qu'on retrouve des cadavres, des nids? Voilà, ça, c'est pas forcément super sympathique. Et après, on a une approche plus individuelle, c'est-à-dire que là, on va vraiment équiper nos animaux de dispositifs GPS pour pouvoir les suivre et réellement savoir dans quoi ils vont. Quel type de culture ils vont utiliser ou pas. Et donc, c'est surtout cette approche-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Notre zone d'étude, donc comme je vous le disais, on est à Boulteau-Bois, qui doit se situer par là. Donc ma zone d'étude reste dans les Ardennes, donc Machaut-Corroy, plaine céréalière, il n'y a pas de doute. Vous voyez, la plus grosse forêt, c'est ça. Donc c'est ridicule. Donc voilà, à part ça, on a des cultures, c'est très bien. Alors, mes deux espèces, on a la perdrix grise. Je ne sais pas si vous connaissiez avant, mais petit oiseau, la tête rouge, elle est typique des plaines céréalières. C'est vraiment une espèce qu'on retrouve beaucoup en plaine. Malheureusement, depuis des années, les populations chutent, notamment dues aux modifications de pratiques agricoles. Donc aujourd'hui, on en voit quand même de moins en moins. Le chevreuil, vous serez prié de ne pas le confondre avec la biche, s'il vous plaît. Le chevreuil, ça fait 25 kilos. Une biche, ça peut monter jusqu'à une centaine de kilos. Un chevreuil, ça fait un gros chien. Le biche, on n'est pas sur cette taille-là. Et le chevreuil, il y a un museau noir. Souvent, quand vous voyez des chevreuils sur le bord de la route, c'est vraiment des chevreuils et pas des biches. Voilà, retenez ça. Alors, comment on fait? Les méthodes de capture. Donc, pour poser du GPS, forcément, on a besoin de capturer les animaux. Donc pour les perdrix, ça va se faire de nuit obligatoirement. On a des lunettes thermiques qu'on appelle ça. Donc ça, c'est une image de lunettes thermiques, par exemple. Et donc on a une grande épuisette de ce type-là. Et donc on les repère à la thermique. Après, on avance avec cette épuisette-là. Et puis voilà, on les capture assez facilement. Et donc on leur pose des petites balises de ce type-là avec des panneaux solaires. Ça fait 10 grammes. Donc c'est vraiment pas trop lourd. On les a programmés avec 1 point par heure, 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'en permanence, j'ai 1 point par heure de ma perdrix. Je sais exactement toutes les heures où aller. Pour les chevreuils, c'est un peu différent. On a des cages, donc tout en filet. Le filet, ça permet qu'ils ne se blessent pas. On a des commandes à distance, c'est-à-dire qu'on peut, à distance, juste avec un SMS, fermer la porte. Donc on a des photos en permanence. Dès qu'il y a un chevreuil qui rentre, on peut faire déclencher la porte. Pareil, toujours une programmation, 1 point par heure, 24 heures sur 24. Donc là, on est toujours dans la phase de capture. Important,
on n'équipe pas n'importe quel animal avec n'importe quel dispositif GPS. On a des normes, on ne va pas au-delà de 3% du poids de l'animal. Ça, c'est vraiment important. Et surtout, si on voit que l'animal est malade, qu'il semble trop jeune, qu'il semble trop vieux d'ailleurs, peu importe, nous on relâche et on ne pose pas de collier ou de balise. Je vous ai mis des petites vidéos. Donc là, on voit les perdrix qui sont là et les collègues qui avancent avec l'épuisette. Et hop, vous voyez, là, elles sont prises. Voilà, elles sont prises dans l'épuisette. Et, voilà. Et là, vous avez le chevreuil. Donc le chevreuil, on lui met un petit cache sur les yeux parce qu'en fait, ça les calme vraiment d'être dans le noir. Après, on pose le collier. Donc ça prend pas longtemps et on le relâche quasi immédiatement. C'est des manipulations qui durent 5 minutes, pas plus. Alors l'objectif, nous, c'est de poser le collier GPS. S'il y a d'autres études en cours, on peut aussi faire des prélèvements. En ce moment, par exemple, on fait des prélèvements de poils parce qu'on va peut-être faire des analyses sur les phytosanitaires. Donc il peut y avoir d'autres prélèvements, mais le premier objectif, c'est la pose de la balise sur du chevreuil. C'est vraiment des manipulations qui durent 5 minutes. Et on ne fait pas d'anesthésie parce que c'était trop compliqué sur le chevreuil. Vous avez vu, il est vigile, on le plaque au sol et ça se fait bien. Donc, une fois qu'on les a équipés de GPS, on reçoit des centaines de milliers de points. Là, vous voyez, un point égale une localisation de mon individu. Donc là, on a par exemple une grosse partie des chevreuils sur un petit temps sur une petite période. Et donc, en parallèle de ça, moi, je suis contente. Je sais qu'il a été ici, qu'il a été sur cette culture-là, sauf que j'ai aucune idée de quelle culture il y avait à cet endroit-là et surtout à quelle hauteur il y avait. Donc, du coup, tous les 15 jours, je fais le tour de l'entièreté de mes parcelles. Donc là, on est à, je ne sais plus, 700 ou 800 parcelles. Donc, je fais le tour tous les 15 jours et je relève le type de culture de chaque parcelle et je relève la hauteur aussi. Donc, comme ça, je sais que ce point GPS, je vais l'associer à ce type de culture et cette hauteur-là. Donc du coup, une fois que j'ai ça, on va passer par ce qu'on appelle des domaines vitaux pour faire les analyses. Les domaines vitaux, c'est la zone qui permet à l'animal de réaliser toutes ces activités qui lui permettent de survivre, c'est-à-dire manger, se nourrir, élever ses jeunes, puis nicher. Donc c'est vraiment... Après, il y a plein de méthodes de calcul différentes, mais on estime que c'est sa zone dans laquelle il peut survivre. Donc là, par exemple, je vous ai fait pour une des perdrix, un brognien, c'est un domaine vital, pour l'hiver. Donc là, vous voyez, il est très grand. Et si on fait celui du printemps, on voit que d'un coup, il est beaucoup plus petit et pas du tout au même endroit. Donc déjà, on voit qu'effectivement, notre perdrix, elle va sélectionner en fonction des saisons. Elle a l'air de sélectionner des choses différentes. Et surtout, pourquoi en hiver, elle aurait besoin d'un domaine vital aussi grand, alors qu'au printemps, elle a l'air de... finalement, elle n'a plus besoin d'un domaine vital aussi grand qu'en hiver. Donc là, il y a déjà plein de questions qui se posent. Et donc si on continue, voilà, en été, on est encore plus petit, et puis en automne, on réagrandit, mais toujours au même endroit. Ça, c'est hyper intéressant pour nous. Donc voilà, là, vous avez à peu près les tailles. On voit qu'effectivement, en hiver, ça a l'air d'être quand même des domaines vitaux plus grands. Alors, est-ce qu'il y a moins de choses à manger et que du coup, ils ont besoin d'aller explorer un peu plus ? Est-ce que c'est plutôt le fait qu'ils vivent en compagnie l'hiver, donc c'est-à-dire qu'elles vivent en groupe, et donc ça leur permet d'aller explorer un peu plus que quand elles sont juste en couple à deux. C'était que des hypothèses, j'aurais pas de réponse à vous apporter aujourd'hui. Alors moi, une fois que j'ai ça, j'ai tous mes domaines vitaux pour toutes mes perdrix. Ce que je vais faire, c'est que je vais unir tous ces domaines vitaux-là. Donc hop, voilà, ça me crée un domaine vital global pour toutes mes perdrix. Et à l'intérieur, je vais créer des points aléatoires. Je vais créer autant de points aléatoires que j'ai de points pour les perdrix. Et ça, c'est ce que je vais considérer comme mon habitat disponible. Voilà. Ça, c'est les habitats, là, c'est les points réels de mes perdrix. Vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence entre là, vous retenez qu'on a exactement le même nombre de points entre ici et ici. C'est-à-dire qu'on voit que déjà, il y a clairement une sélection. Il y a des zones où elles y vont pas, il y a des zones où elles ont l'air quand même d'y aller vraiment beaucoup. Et donc ça, les points GPS de mes perdrix, c'est donc mon habitat réellement utilisé. Moi, à partir de ça, je peux calculer un indice. Donc ça, un indice d'Ivlev, mais en gros, il se calcule avec un rapport entre l'habitat qui va être disponible et l'habitat réellement utilisé par mes perdrix. Et ça va me permettre de savoir vraiment comment elles sélectionnent les différents types de cultures. Donc on arrive à ce genre de graphique.
En gros, si vous avez votre boxplot du côté entre -1 et 0, ça veut dire que la perdrix, elle va plutôt éviter cette culture. Quand on est entre 0 et 1, elle va plutôt la sélectionner. Si on regarde les chemins, c'est marrant parce que plutôt en hiver, elles ont l'air de pourquoi pas, mais pas trop. Par contre, au printemps, elles ont l'air de vraiment les sélectionner. On voit que la luzerne, c'est pareil, on a une sélection un peu différente entre les saisons. Pour le colza, c'est l'inverse. On voit qu'elles ont plutôt l'air de les sélectionner en hiver, mais pas au printemps. Donc pourquoi? Et alors les cives, elles n'y vont pas. On ne sait pas pourquoi, mais elles n'ont pas l'air d'aimer du tout, du tout, du tout. Donc on voit qu'on a quand même une sélection qui est différente en fonction des saisons. Une des hypothèses, ça pourrait être qu'il y a la hauteur qui joue peut-être plus que le type de culture. Parce que là, on ne comprend pas pourquoi en hiver, elles iraient, et au printemps, pourquoi ils n'iraient plus dans le colza. Et inversement, pour la luzerne, pourquoi en fonction des saisons, elles n'iraient pas. Donc ce que j'ai regardé, j'ai regardé un petit peu comment elles utilisaient les céréales en fonction de la hauteur. Donc là, vous avez en gros la proportion de points GPS des perdrix tous les 15 jours dans les céréales. Donc là, c'est ma proportion de perdrix. On voit qu'elle diminue à cette période-là, puis elle réaugmente. Et là, c'est la hauteur moyenne de nos céréales. Vous voyez que là, ça augmente. Et ce qui est super drôle, c'est quand même que nos perdrix, elles ont l'air de plus aller dans les céréales au moment où nos cultures, en fait, elles sont les plus hautes. Donc effectivement, je pense que la hauteur a l'air d'être très très importante pour les perdrix. Certainement qu'à une certaine hauteur, elles n'arrivent plus à rentrer dans les parcelles, ou on ne sait pas, pour l'instant c'est que des hypothèses. Mais en tout cas, la hauteur a l'air peut-être de jouer de manière plus importante que le type de culture. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est qu'effectivement, on a une sélection des cultures en fonction de la saison, ça c'est clair. On voit qu'en fonction de certaines saisons, elles vont aller dans certaines cultures et pas dans d'autres. La hauteur de culture semble vraiment très très importante. Et les cives d'hiver n'ont pas l'air d'être utilisées, donc là il va falloir aller creuser pourquoi elles n'aimeraient pas ces cultures-là. Une des théories, c'est qu'en fait les cives, elles ont tendance à pousser beaucoup plus rapidement que les cultures classiques. Et donc du coup, si quand c'est haut, elles n'aiment pas ça, elles n'auront pas tendance à y aller, quoi. Donc ça, c'est une hypothèse à creuser dans les prochains mois. La suite, il va falloir créer des modèles beaucoup plus complexes que là, ce que je vous ai présenté, pour savoir effectivement quelle est la variable qui va jouer le plus, c'est-à-dire que est-ce que ça va être le culture, est-ce que ça va être la hauteur, est-ce qu'on peut rajouter la distance au haies, on peut rajouter la taille de la culture, on peut rajouter tout ça dans des gros modèles qui vont nous permettre de savoir vraiment quelle est la variable qui va être importante pour la perdrix. Faire la même chose avec les chevreuils, bien sûr, les analyses elles doivent être faites sur les chevreuils également. Et on va essayer de croiser, bien sûr, les différentes infos des volets GPS. C'est-à-dire que je vous disais qu'on faisait aussi des comptages mortalité derrière les faucheuses. Là, on voit qu'elles n'ont pas l'air d'utiliser les cives d'hiver. Donc finalement, normalement, on n'est pas censé retrouver de cadavres derrière la faucheuse. Et effectivement, pour l'instant, on ne retrouve pas de cadavres. Donc si on croise tout ça, normalement, si ça va bien, on va retrouver des infos quand même intéressantes. Et donc, la fin de cette thèse, l'objectif quand même, ce serait de réussir à comprendre vraiment les besoins des perdrix et des chevreuils pour ensuite proposer des aménagements aux agriculteurs. Si on voit qu'il y a un type de culture où vraiment une variable est importante ou qu'il y a un couvert qui est important pour la perdrix, on pourrait leur dire essayez de semer peut-être un peu plus ce couvert-là à cette période-là, ça va peut-être permettre de limiter l'effondrement des populations de perdrix. Parce que nous, dans notre secteur, pour l'instant, dans notre zone d'étude, on a divisé par plus de 3 la population sur 3 ans. Donc, si on peut réussir à mettre en avant certaines variables qui peuvent aider les perdrix, ce serait super chouette. Et voilà, merci de m'avoir écouté.